Le 15 août 2003, la famille Fournier, Mathieu, Hélène, et leurs 3 enfants, Chloé, Léo et Camille, s'est volatilisée à Beauregard-sur-Lac, un petit village isolé du Cantal. Pendant 14 longues années, leur sort est demeuré l'un des mystères les plus douloureux de France. Une énigme sans corps, sans mobile, sans la moindre piste tangible. La disparition d'une famille entière, en pleines vacances d'été, a laissé une cicatrice profonde dans la mémoire collective. Ils étaient là, puis ils n'étaient plus là. L'affaire était devenue un dossier froid, une de ces histoires tragiques que l'on se raconte à voix basse. Jusqu'à ce qu'une sécheresse historique révèle leur van au fond d'un lac oublié, et avec lui, un détail glaçant qui a tout changé. Comment la vérité a-t-elle pu rester enfouie si longtemps, si près de tous, dissimulée par quelques mètres d'eau, et le silence d'une communauté? Avant de vous raconter comment les dessins effacés sur une vitre ont permis de démasquer un coupable que personne n'aurait pu soupçonner, commentez pour nous dire depuis où vous nous regardez et abonnez-vous à la chaîne. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la chaîne d'événements que cette découverte a déclenchée. Le conflit initial était d'une simplicité désarmante. Une famille de 5 personnes et leur van bleu avaient disparu. Pas de demande de rançon, pas d'ennemis connus, pas de dettes cachées. Juste un silence absolu. Pour les enquêteurs, l'absence du véhicule, un Volkswagen California, était le principal obstacle. Sans cette pièce maîtresse, il n'y avait pas de scène de crime à analyser, pas de point de départ pour les expertises techniques. C'était un vide total, une énigme parfaite qui a paralysé la police, et a nourri les théories les plus folles pendant plus d'une décennie. Les Fournier n'étaient pas une famille à problème, c'étaient des gens comme vous et moi. Mathieu, 42 ans, était un architecte parisien, un homme décrit comme méthodique et très protecteur envers les siens, traversant une période de doute professionnel. Hélène, 39 ans, était l'âme créative du foyer, une illustratrice de livres pour enfants dont l'optimisme était contagieux. Leurs 3 enfants incarnaient l'innocence. Chloé, l'aînée de 10 ans, curieuse et responsable, tenait un journal de voyage. Léo, 7 ans, était un tourbillon d'énergie qui rêvait de devenir explorateur. Et la petite Camille, 4 ans, ne se séparait jamais de son lapin en peluche. Ils menaient une vie de classe moyenne supérieure, rythmée par l'école, les activités et les vacances. Ce voyage dans le Cantal devait être une parenthèse, une chance de se retrouver loin du stress parisien. C'est cette normalité qui rend leur disparition si choquante. Leur arrivée à Beauregard-sur-Lac s'était faite sous le signe de la joie. Les enfants, excités, avaient décoré les vitres arrière du van, avec des feutres de couleur, dessinant des soleils, des montagnes, et des bonshommes souriants. Le village lui-même, niché au cœur du massif central, offrait un décor de cartes postales, des maisons en pierre, des forêts denses et des lacs volcaniques. Mais cette beauté cachait une atmosphère pesante. C'est une région où le brouillard peut tomber en quelques minutes, où les légendes locales parlent de grottes et de puits sans fond. La dernière fois qu'on a vu les Fournier, c'était à la boulangerie du village. Ils achetaient des croissants, souriaient. Ils semblaient être une famille heureuse, en parfaite harmonie avec le paysage idyllique qui les entourait. Quelques heures plus tard, ils avaient disparu, et ce paysage est devenu le décor d'un drame silencieux. Pour les parents d'Hélène, Jean-Pierre et Monique, le monde s'est effondré. Leur vie est devenue une quête incessante et douloureuse. L'incertitude est un poison lent, une torture psychologique qui empêche tout deuil. Ils ont tout essayé. Ils ont dépensé leurs économies pour engager des détectives privés, ont consulté des voyants, ont placardé des affiches avec les visages de leurs filles et de leurs petits-enfants partout en France. Chaque sonnerie de téléphone était un sursaut d'espoir ou de terreur. Chaque reportage sur la découverte d'un corps non identifié était une nouvelle épreuve. Leur maison s'est transformée en mémorial. Les photos de la famille souriante figées sur les murs, un rappel constant de ce bonheur anéanti. Leur douleur, palpable et silencieuse, est devenue le cœur battant de cette affaire, le moteur qui a empêché que l'oubli ne s'installe complètement. L'enquête initiale, menée par l'adjudant Lacroix de la Gendarmerie nationale, fut un modèle de frustration. Des moyens considérables ont été déployés. Des hélicoptères ont survolé la région, des plongeurs ont sondé les lacs, des centaines de volontaires ont ratissé les forêts pendant des semaines, mais c'était comme chercher des fantômes. Pas une trace du van, pas un vêtement, pas le moindre indice. L'adjudant Lacroix, un homme du pays qui connaissait chaque sentier, a pris cette affaire à cœur. Il a interrogé tous les habitants, a suivi toutes les pistes, même les plus farfelues. Le dossier s'épaississait de rapports qui ne menaient nulle part. Pour lui, cet échec est devenu une blessure personnelle, une obsession qui l'a hanté jour et nuit. Les visages des enfants, surtout, ne le quittaient jamais, symbole d'une promesse qu'il n'avait pas pu tenir, celle de la vérité. Le temps a passé,
et l'affaire Fournier est devenue une légende locale, un conte sombre que les anciens murmuraient au coin du feu. La vie à Beauregard-sur-Lac a repris son cours, mais avec une ombre persistante. Chaque touriste qui s'arrêtait, chaque vente bleue qui traversait le village, ravivait la mémoire du drame. La communauté, d'abord unie dans la recherche, s'est peu à peu fracturée. Des soupçons non dits ont empoisonné les relations, des regards en disaient long. Certains se souvenaient d'une dispute entendue de loin, d'autres d'une voiture suspecte, mais ces souvenirs étaient flous, déformés par les années. Le silence était devenu une forme de protection, un pacte tacite, pour ne pas réveiller les démons du passé. Le village portait le stigmate d'être l'endroit où la famille s'est évaporée, un lieu où la beauté de la nature semblait complice d'un terrible secret. Pendant ce temps, les pistes explorées par les enquêteurs successifs se sont toutes révélées être des impasses. La thèse de la fugue volontaire a été rapidement écartée. Mathieu et Hélène n'avaient aucune raison de tout quitter, et surtout pas sans prévenir leurs parents. L'hypothèse d'un accident semblait plausible, mais l'absence totale de débris ou de traces de dérapage sur les routes sinueuses de la région la rendait improbable. On a envisagé un drame familial, une théorie selon laquelle Mathieu, en pleine crise, aurait pu commettre l'irréparable, mais rien dans son profil psychologique ne soutenait cette idée. Chaque porte se fermait, laissant la famille et les enquêteurs face à un mur. Le mystère était total, une équation sans solution qui a défié les esprits les plus brillants de la police judiciaire française pendant 14 ans. Pour les grands-parents Jean-Pierre et Monique, chaque anniversaire, chaque Noël était une nouvelle vague de douleur. Comment célébrer quand une partie de votre famille a été arrachée à la vie sans explication? Ils ont continué à écrire aux autorités, à contacter les médias, à maintenir la page Facebook dédiée à la disparition active. Ils sont devenus les gardiens d'une mémoire qui menaçait de s'effacer. Leur persévérance était à la fois admirable et déchirante. Ils refusaient de laisser le silence gagner. Ils voulaient des réponses, non seulement pour eux, mais pour Chloé, Léo et Camille. Ils voulaient leur offrir une sépulture, un lieu où se recueillir, un point final à cette attente insupportable. Leur combat était devenu un symbole de la lutte de toutes les familles de disparus contre l'oubli et l'indifférence. L'adjudant Lacroix, lui, approchait de la retraite, le cœur lourd. L'affaire Fournier était la grande faillite de sa carrière, une ombre qui planait sur toutes ses réussites. Il relisait le dossier encore et encore, cherchant le détail qu'il aurait manqué, l'indice négligé. Il connaissait par cœur les témoignages, les horaires, les cartes de la région. Parfois il retournait sur les lieux, seul, marchant le long des routes où la famille avait été vue pour la dernière fois, espérant une sorte d'illumination, une intuition qui ne venait jamais. Ce cas l'avait changé, l'avait rendu plus cynique, plus méfiant. Il portait le poids non seulement de l'échec de l'enquête, mais aussi de la douleur des grands-parents, qu'il croisait parfois au village, et dont le regard silencieux était un reproche constant. Il était convaincu que la clé était quelque part, à portée de main, mais invisible. L'enquête active fut officiellement suspendue après 18 mois d'efforts infructueux. Pour l'administration, l'affaire Fournier est devenue un « dossier classé sans suite », une formule administrative glaciale qui sonnait comme une insulte pour Jean-Pierre et Monique. Le dossier, épais de plusieurs milliers de pages, a été archivé, rejoignant des dizaines d'autres mystères non résolus dans les caves de la gendarmerie. C'était un monument de papier à l'échec collectif, un labyrinthe de rapports, de témoignages contradictoires et de cartes à noter qui ne menaient nulle part. Pour les grands-parents, cette décision n'était pas la fin d'une enquête, mais le début d'une nouvelle forme de torture, celle de l'abandon institutionnel. Ils étaient désormais seuls face au silence, avec pour unique compagnie le poids écrasant des questions sans réponse, et la certitude que personne ne cherchait plus activement leur famille. Les années qui suivirent furent un long tunnel sans lumière pour Jean-Pierre et Monique. Leur quotidien s'organisait autour d'une routine empreinte de douleur et d'un espoir qui refusait de mourir. Chaque matin, Jean-Pierre allumait l'ordinateur, tapant les noms de sa fille et de ses petits-enfants dans les moteurs de recherche, espérant un miracle numérique, une nouvelle inattendue. Monique, elle, entretenait la chambre d'Hélène comme un sanctuaire, refusant de toucher aux affaires des enfants, comme s'ils allaient revenir d'un instant à l'autre. Leurs conversations tournaient inlassablement autour du même sujet, rejouant les derniers jours, analysant chaque mot, chaque souvenir, à la recherche d'un indice qu'ils auraient manqué. Leur maison, autrefois un lieu de joie familiale, était devenue une prison de souvenirs, où chaque objet ravivait la plaie béante de l'absence. La frustration envers les autorités s'est transformée en une colère sourde et amère. Jean-Pierre et Monique avaient le sentiment que l'enquête avait été bâclée, que la piste du van n'avait pas été explorée avec suffisamment de ténacité. Ils se souvenaient des premiers jours, de l'assurance des gendarmes qui s'est peu à peu effritée.
Ils ont puisé dans leurs économies pour engager un détective privé, un ancien policier qui a refait tout le travail d'enquête mais qui a fini par leur avouer, avec une sincère compassion, qu'ils se heurtaient au même mur. Cette démarche a vidé leur compte en banque mais a surtout confirmé leurs pires craintes. La vérité n'était pas simplement cachée, elle semblait s'être évaporée. L'injustice de la situation était insupportable. Leur famille avait disparu, et le système censé les protéger semblait impuissant voire indifférent. À Beauregard-sur-Lac, le temps a fait son œuvre, mais n'a rien effacé. La solidarité des premiers jours a laissé place à une méfiance latente. Les habitants évitaient le sujet, mais le mystère Fournier était omniprésent, dans les regards fuyants et les conversations qui s'arrêtaient net à l'approche d'un étranger. Des rumeurs persistaient, chuchotées à la sortie de l'église ou au comptoir du bar. Certains parlaient d'une dispute violente que Mathieu aurait eue avec un agriculteur local pour une histoire de passage. D'autres évoquaient la présence d'un marginal vivant dans les bois. Un homme que personne ne connaissait vraiment. Ces théories, jamais prouvées, ont créé des clans, divisant des familles et des voisins. Le village, sous son apparence paisible, était devenu une communauté malade de ses secrets, où chacun soupçonnait l'autre en silence. Même à la retraite officieuse, l'adjudant Lacroix ne parvenait pas à tourner la page. L'affaire Fournier était devenue son fantôme personnel. Il conservait chez lui une copie du dossier, des cartes de la région punaisées au mur de son bureau, avec des cercles rouges marquant les zones de recherche. Les soirs d'insomnie, il les fixait pendant des heures, retraçant mentalement le dernier itinéraire connu de la famille. Il se sentait coupable. Coupable de ne pas avoir trouvé le van. Coupable de ne pas avoir su lire entre les lignes des témoignages. Coupable de la douleur qu'il lisait dans les yeux de Jean-Pierre et Monique chaque fois qu'il les croisait. Il était persuadé que la solution était locale, que quelqu'un au village savait quelque chose mais se taisait, par peur, par loyauté, ou par complicité. Cette conviction le rongeait. En 2008, une lueur d'espoir a brutalement traversé leur vie. Un touriste allemand, de passage dans les Pyrénées, a contacté la gendarmerie, persuadé d'avoir vu Hélène Fournier dans un petit village isolé près de la frontière espagnole. La description était précise, le lieu plausible. Pendant une semaine, l'espoir a repris le dessus. Jean-Pierre et Monique n'osaient plus dormir, suspendus aux nouvelles des autorités françaises et espagnoles. L'adjudant Lacroix a même fait le déplacement. La femme a été retrouvée. Ce n'était pas Hélène, juste une femme qui lui ressemblait de manière troublante. L'effondrement fut encore plus violent que l'attente. Cette fausse piste, comme tant d'autres avant elle, a laissé des cicatrices profondes, leur rappelant cruellement à quel point l'espoir pouvait être un poison quand il était systématiquement suivi par la déception la plus amère. Les années passaient et les anniversaires devenaient des marqueurs de temps insupportables. En 2013, Chloé aurait eu 20 ans. Jean-Pierre et Monique ont essayé d'imaginer la jeune femme qu'elle serait devenue. Léo aurait été un adolescent de 17 ans, sans doute passionné de sport ou de musique. Et la petite Camille, leur dernière image d'elle était celle d'une fillette de 4 ans s'accrochant à son lapin en peluche, aurait fêté ses 14 ans. Ces étapes de vie manquées étaient la manifestation la plus cruelle de leur perte. Ce n'était pas seulement le souvenir de 5 personnes qui s'effaçaient, mais l'avenir de toute une lignée qui avait été anéantie. Le vide n'était pas seulement dans le passé, il s'étendait à un futur qui n'existerait jamais, un gouffre d'absence qui rendait chaque jour plus difficile que le précédent. Puis, en août 2017, 14 ans presque jour pour jour après la disparition, la nature elle-même a décidé de parler. Un été d'une sécheresse sans précédent a frappé la France, et le Cantal n'a pas été épargné. Les rivières se sont transformées en filets d'eau, et les lacs, habituellement pleins, ont vu leur niveau baisser de manière spectaculaire. C'est au bord d'un lac de barrage isolé, le lac de la Brume, un plan d'eau rarement fréquenté et non sondé en 2003, car jugé trop éloigné de la dernière position connue de la famille, qu'un jeune photographe amateur a fait la découverte qui allait tout changer. Alors qu'il cherchait des angles de vue sur le paysage lunaire révélé par la décrue, son objectif a capté un reflet métallique anormal. En s'approchant, il a compris. Le toit d'un véhicule, couvert de vases et de rouille, émergeait de la boue craquelée. L'alerte est immédiatement donnée. En quelques heures, le site est bouclé par la gendarmerie. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, réveillant les fantômes du passé. Pour les habitants de Beauregard-sur-Lac, c'est un choc. Pour Jean-Pierre et Monique, c'est une déflagration d'espoir et de terreur mêlée. Les plongeurs de la gendarmerie confirment rapidement l'impensable. La plaque d'immatriculation correspond bien à celle du Volkswagen California bleu de la famille Fournier. Après 14 années de silence, le van, la pièce manquante du puzzle, venait de refaire surface. La question qui brûlait toutes les lèvres était terrible. Que trouverait-on à l'intérieur ?
Le véhicule, qui avait été le symbole de leur liberté et de leurs vacances, était devenu un sarcophage de métal, promettant des réponses que tout le monde redoutait d'entendre. Averti par un ancien collègue, l'adjudant Lacroix, désormais un jeune retraité aux cheveux grisonnants, a senti son cœur s'emballer. Il s'est rendu sur les lieux immédiatement, non pas en tant qu'enquêteur officiel, mais comme un pèlerin, retournant sur le lieu de son plus grand échec. Voir le van, cette carcasse boueuse émergeant des profondeurs, a été pour lui une vision à la fois terrible et libératrice. Il était là, son fantôme, la preuve tangible qu'il n'avait pas cherché au bon endroit, mais aussi la promesse d'une vérité enfin accessible. Il est resté des heures sur la rive, silencieux, observant les manœuvres avec une intensité douloureuse, le visage fermé. Pour lui, ce n'était pas la fin d'un mystère, mais le début d'un devoir. Celui de comprendre ce qui s'était passé dans cet habitacle, 14 ans plus tôt. L'extraction du van a été une opération d'une extrême délicatesse, menée par les techniciens en identification criminelle avec une précision chirurgicale. Chaque centimètre carré du véhicule pouvait contenir un indice crucial. Il a fallu plusieurs jours pour le sortir de la vase, sans compromettre son contenu. Le van a ensuite été transporté sous bâche vers un hangar sécurisé, loin des regards curieux. L'atmosphère était lourde, presque funèbre. C'était une scène de crime scellée par le temps et l'eau. Pour les nouveaux enquêteurs, c'était une chance unique de résoudre une affaire classée. Pour Lacroix, qui observait en retrait, chaque étape était une torture, un rappel de toutes les hypothèses qu'il avait explorées en vain. Le silence autour du hangar était assourdissant, chargé de 14 années de questions sans réponse. Une fois à l'intérieur du hangar, les premières constatations ont été faites. Le van était vide. Pas de corps, ni ceux des parents ni ceux des enfants. Cette absence était en soi une information capitale, écartant la thèse d'un simple accident de la route où toute la famille se serait noyée. L'intérieur était remarquablement conservé. Sur le siège passager, une carte routière du Cantal était encore dépliée. Au sol, près de la banquette arrière, gisait un objet qui a serré le cœur de tous les présents. Un lapin en peluche, décoloré, et abîmé par l'eau, mais reconnaissable. C'était celui de Camille, la petite dernière. La présence de ces objets personnels, figés dans le temps, rendait le drame encore plus concret, plus insupportable. La famille avait été là, et puis quelqu'un les avait fait disparaître. Mais la découverte la plus troublante, celle qui a constitué la première véritable fissure dans le mur du mystère, se trouvait sur la vitre arrière du van. Les enquêteurs se souvenaient des témoignages de 2003. Les enfants Fournier avaient décoré les vitres avec des feutres de couleur. En utilisant des techniques d'éclairage spécifiques, les experts ont pu distinguer les traces fantomatiques de ces dessins. Des soleils, des montagnes, des silhouettes de bonshommes. Cependant, quelque chose clochait. Il y avait des marques de frottement, des traces larges et désordonnées. Quelqu'un avait tenté d'effacer les dessins à la hâte. L'expert en traces a alors fait une observation qui a glacé le sang de toute l'équipe. Les traces de pression et l'orientation des bavures indiquaient sans le moindre doute que les dessins avaient été effacés depuis l'intérieur du véhicule. Cette révélation a tout changé. Ce n'était plus un accident, ce n'était plus une fugue. C'était la preuve d'une intervention humaine, d'un acte délibéré et conscient. Pourquoi quelqu'un, dans les derniers instants avant que le van ne soit englouti par les eaux, prendrait-il la peine d'effacer des dessins d'enfants? L'acte était d'une cruauté psychologique inouïe. C'était comme si le coupable avait voulu non seulement faire disparaître les corps, mais aussi effacer la dernière trace joyeuse de leur existence, leur identité même. L'enquête venait de basculer. Il ne s'agissait plus de retrouver une famille disparue, mais de traquer un meurtrier qui avait méticuleusement organisé une mise en scène macabre, un individu qui, pendant 14 ans, avait gardé ce terrible secret, caché par quelques mètres d'eau. L'analyse des traces effacées sur la vitre est devenue la priorité absolue de l'équipe d'investigation. Pour eux, cet acte n'était pas anodin, c'était une signature, un message laissé par le coupable. L'effacement n'était pas parfait, il avait été fait dans la précipitation, avec une force qui trahissait la panique ou la rage. Les experts en criminalistique ont passé des jours à travailler dans le hangar, utilisant des techniques de pointe pour révéler ce qui avait été caché. Ils ont appliqué des poudres spéciales, utilisé des lumières rasantes et des filtres polarisants. C'était un travail d'archéologue, cherchant à déchiffrer les fantômes d'un passé violent. Chaque nouvelle ligne qui apparaissait sous les lampes UV était une victoire contre le temps et contre l'assassin. Lentement, méticuleusement, le voile commençait à se lever sur la dernière scène de vie des enfants Fournier. Le premier véritable succès est venu d'une technologie appelée l'analyse spectrale vidéo, une méthode capable de différencier les résidus chimiques laissés par les différents feutres de couleur. Sous l'œil de la caméra hyperspectrale, les dessins ont commencé à réapparaître, non pas comme des images claires,
mais comme une carte thermique de pigments. Les soleils jaunes, les montagnes vertes et les nuages bleus se sont distingués des traces de frottement. Au milieu de cette composition enfantine, une forme plus complexe a attiré l'attention des experts. C'était une silhouette humaine, dessinée avec plus de détails que les autres bonshommes. Elle se tenait à l'écart des autres personnages représentant la famille. C'était la première fois en 14 ans qu'un élément extérieur, une présence inconnue, s'invitait officiellement dans le drame. Qui était cet individu que Chloé, la plus âgée et la plus observatrice, avait jugé important de dessiner? En affinant l'image, un détail crucial est apparu. L'homme portait un chapeau. Pas un simple cercle sur la tête, mais un chapeau de forme distincte, avec un bord large, typique des chasseurs ou des hommes vivant dans les bois. Ce simple accessoire a immédiatement réorienté l'enquête. Les gendarmes ont ressorti les procès-verbaux de 2003, relisant des centaines de témoignages à la lumière de cette nouvelle information. Des détails autrefois jugés insignifiants prenaient soudain une importance capitale. Plusieurs habitants avaient mentionné de manière vague un homme solitaire, un marginal qui vivait en retrait dans la forêt, et qui était rarement vu sans son chapeau. À l'époque, ces témoignages avaient été classés, perdus dans la masse d'informations. L'adjudant Lacroix, consulté par la nouvelle équipe, a senti un frisson le parcourir. Il se souvenait de cet homme, de son regard fuyant. La cascade de révélations ne s'est pas arrêtée là. En se concentrant sur le visage de la silhouette dessinée, les techniciens ont réussi à isoler une autre marque. Ce n'était pas une simple tache. C'était une ligne sombre et précise sur la joue du personnage. Une cicatrice. Un homme avec un chapeau et une cicatrice. La description devenait bien trop précise pour être une coïncidence. Ce n'était plus un fantôme, mais un portrait robot dessiné par une enfant de 10 ans quelques heures, peut-être quelques minutes, avant sa mort. Ce dessin était son dernier témoignage, un message silencieux envoyé à travers le temps. Pour les enquêteurs, la charge émotionnelle était immense. Ils ne travaillaient plus sur un dossier froid, mais avec la voix d'une enfant qui, depuis l'au-delà, leur désignait son agresseur. La vérité n'était plus enfouie au fond d'un lac, mais sur cette simple vitre. Avec ces deux éléments, le chapeau et la cicatrice, l'identification est devenue une simple formalité. L'adjudant Lacroix n'a eu besoin que de quelques minutes. Il a donné un nom. Antoine Lemoine. Un ancien militaire vétéran des guerres coloniales, qui s'était installé dans la région des décennies plus tôt. Il vivait en ermite dans une vieille cabane en lisière de forêt, à quelques kilomètres du lac de la Brume. Il était connu pour son caractère taciturne et ses accès de colère, mais personne ne l'avait jamais soupçonné de quoi que ce soit de grave. En 2003, il avait été interrogé brièvement, comme tous les résidents du secteur. Il avait fourni un alibi vague que personne n'avait pris la peine de vérifier en profondeur. Il semblait inoffensif. Le dessin de Chloé a révélé une autre vérité. À côté de l'homme, elle avait esquissé la forme d'un bâtiment. C'était sa cabane. L'étau se resserrait inexorablement autour d'Antoine Lemoine. Les enquêteurs ont découvert dans les archives départementales un fait que la gendarmerie locale ignorait en 2003. Lemoine avait un casier judiciaire pour des faits de violence commis bien avant son arrivée dans le Cantal. C'était un homme au passé trouble, capable de basculer dans une fureur incontrôlable. La théorie des enquêteurs est alors devenue terriblement claire. Mathieu Fournier, cherchant un endroit isolé pour camper avec son van, avait sans doute pénétré sur ce que Lemoine considérait comme son territoire. Une dispute a dû éclater, une altercation banale pour une histoire de passage ou de propriété. Une dispute qui, face à un homme au passé violent et à la psychologie fragile, a dégénéré de la manière la plus tragique qui soit. Le mobile n'était pas l'argent, ou une quelconque conspiration. C'était un conflit absurde, une explosion de violence disproportionnée. La décision fut prise de perquisitionner la propriété de Lemoine. L'opération a été montée dans le plus grand secret pour éviter toute fuite qui pourrait alerter le suspect. Une équipe du GIGN a été mobilisée, car on ne savait pas comment cet ancien militaire, désormais âgé de plus de 70 ans, pourrait réagir. L'atmosphère était électrique. 14 ans après les faits, ils allaient enfin confronter l'homme que le dessin d'une enfant avait désigné. L'adjudant Lacroix a insisté pour être présent, non pas pour participer à l'intervention, mais pour voir la fin de l'histoire qui avait détruit une partie de sa vie. Alors que les véhicules des forces de l'ordre s'avançaient silencieusement sur le chemin de terre menant à la cabane isolée, une seule question demeurait. Lemoine avouerait-il, ou emporterait-il le dernier secret des Fournier, l'emplacement de leur corps, avec lui dans la tombe? L'assaut sur la cabane de Lemoine fut d'une rapidité foudroyante, presque silencieuse. Les hommes du GIGN se sont déplacés comme des ombres, neutralisant la menace potentielle avant même qu'elle n'ait eu le temps de se manifester.
mais il n'y eut aucune résistance. Antoine Lemoine, un vieil homme frêle aux yeux vides, fut trouvé assis à sa table, comme s'il les attendait. Il n'a pas dit un mot lorsque les forces d'élite ont fait irruption, il n'a pas montré de surprise ni de peur. Il a simplement levé la tête, son visage parcheminé marqué par cette cicatrice que Chloé avait si fidèlement dessinée. Le contraste était saisissant. D'un côté, l'équipement de pointe et la détermination froide des gendarmes, de l'autre, un homme brisé, figé dans une solitude qui durait depuis des décennies. La confrontation tant attendue s'est terminée par une reddition muette, laissant un sentiment de malaise et l'impression que la violence avait déjà eu lieu, il y a bien longtemps. Une fois Lemoine maîtrisé et placé sous surveillance à l'extérieur, la perquisition a commencé. La cabane était un capharnaüm de souvenirs et de détritus, l'antre d'un homme qui avait coupé les ponts avec le monde. Chaque objet semblait imprégné d'une histoire sombre. L'adjudant Lacroix, resté en retrait, observait chaque geste des techniciens avec une intensité douloureuse. Il scrutait les murs, le sol, cherchant non plus un indice mais une forme de confirmation, la preuve matérielle qui mettrait un point final à son obsession. L'air était lourd, chargé de l'odeur de bois humide et de secrets. Les enquêteurs avançaient avec précaution, conscients qu'ils marchaient sur une scène de crime préservée par le temps et l'isolement. Ils ne cherchaient pas seulement des preuves. Ils cherchaient les fantômes de 5 personnes, espérant que les murs de cette cabane finiraient par parler. C'est un jeune gendarme qui remarqua le détail qui changea tout. Une lame de plancher, près de la cheminée, semblait légèrement désaxée, moins usée que les autres. En utilisant un pied de biche, il la souleva avec précaution. En dessous, dans une petite cavité sombre, reposait un objet enveloppé dans un sac en plastique. Le cœur de tous les présents s'est arrêté. L'objet fut délicatement extrait. C'était un petit carnet à la couverture colorée, un journal intime d'enfant. Sur la première page, écrit d'une main appliquée, un nom, le journal de voyage de Chloé Fournier. Le silence dans la cabane devint absolu, rompu seulement par le souffle des hommes. Après 14 ans de vide, la voix d'une des victimes venait de refaire surface. Ce petit carnet, caché sous le sol, était une bombe à retardement qui venait enfin d'être désamorcée. Le contenu du carnet était un testament d'innocence brisée. Les premières pages décrivaient l'excitation du voyage, les jeux avec son frère, les paysages du Cantal. Mais la dernière entrée, datée du 15 août 2003, était glaçante. Avec ses mots d'enfant, Chloé racontait comment son père, Mathieu, avait cherché un endroit calme pour passer la nuit. Elle décrivait leur arrivée près d'une cabane, et comment un « monsieur au chapeau avec une balafre » était sorti en criant. « Papa a eu une grosse dispute avec lui », écrivait-elle. « Le monsieur n'était pas content qu'on soit là. Il avait l'air très en colère. J'ai eu un peu peur. » À côté du texte, un dessin maladroit mais sans équivoque, montrait un bonhomme avec un chapeau et une cicatrice, le même que celui sur la vitre du van. La vérité n'était plus une hypothèse. Elle était là, écrite noir sur blanc par la main d'une enfant de 10 ans. Confronté au journal de sa jeune victime, Antoine Lemoine s'est effondré. Le mur de silence qu'il avait érigé pendant 14 ans s'est fissuré, puis a volé en éclats. Assis sur une chaise, le regard perdu, il a commencé à parler d'une voix monocorde, presque détachée. Il a raconté la dispute. Mathieu Fournier, insistant pour pouvoir rester sur ce qu'il pensait être un terrain public, avait involontairement touché un point sensible chez cet ancien soldat traumatisé, obsédé par son territoire. La colère de Lemoine, nourrie par des années de solitude et de vieux démons, a explosé. Il a attrapé un outil agricole et a frappé Mathieu. Hélène, en criant, a subi le même sort. Les enfants, témoins de l'horreur, ont été réduits au silence dans une explosion de violence aveugle. Ce n'était pas un crime prémédité, mais le résultat tragique et démesuré d'une altercation banale. La banalité du mal, dans ce qu'elle a de plus terrifiant. Le récit de Lemoine, livré par bribes entre des sanglots secs, a rempli les derniers blancs du puzzle. Après le massacre, pris de panique, il a chargé les corps dans le van. Il a conduit jusqu'au lac de la Brume, un endroit qu'il connaissait bien, un lieu isolé où personne n'irait chercher. C'est là, assis à l'intérieur du véhicule, dans un dernier acte de cruauté mêlée de panique, qu'il a remarqué les dessins des enfants sur la vitre. Il les a effacés rageusement, comme pour nier leur existence, pour effacer la preuve de l'innocence qu'il venait de détruire. Il a ensuite laissé le van glisser dans les eaux sombres. Puis, il a indiqué, d'un simple mouvement du menton vers une partie de son terrain envahi par les ronces. « Ils sont là !» La phrase, terrible de simplicité, a mis fin à 14 années d'attente insoutenable pour la famille et les enquêteurs. Les fouilles commencèrent immédiatement, à la lueur des projecteurs. Quelques heures plus tard, dans une fosse peu profonde,
les restes de la famille Fournier ont été découverts. Le long calvaire de l'incertitude était terminé. L'adjudant Lacroix est resté à l'écart, le visage impassible, mais des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Ce n'étaient pas des larmes de joie ou de triomphe, mais de chagrin et de soulagement amer. Le fantôme qui le hantait depuis 14 ans venait de trouver le repos mais à un prix terrible. La vérité, enfin révélée, n'avait rien d'une conspiration complexe ou d'un mystère insondable. C'était l'histoire sordide d'une rencontre malheureuse, d'une violence ordinaire qui avait anéanti une famille entière. La communauté de Beauregard-sur-Lac allait devoir vivre avec cette réalité choquante. Le monstre n'était pas un étranger de passage, mais l'un des leurs, un voisin silencieux que tout le monde avait choisi d'ignorer. Le procès d'Antoine Lemoine ne fut pas le spectacle médiatique que certains attendaient. Ce fut une procédure sobre, presque clinique, face à un homme qui semblait déjà condamné par le poids de ses propres actes. Dans le box des accusés, Lemoine était une ombre, un vieillard frêle dont la présence physique contrastait de manière dérangeante avec l'énormité de son crime. Il n'a offert aucune défense, aucune justification. Il a écouté les témoignages, y compris la lecture poignante des dernières pages du journal de Chloé, avec un visage de pierre, les yeux vides. La justice a suivi son cours, le condamnant à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Pour le tribunal, c'était la fin d'un dossier. Pour ceux qui restaient, c'était la confirmation froide et judiciaire d'une vérité qui avait mis 14 ans à éclater au grand jour, une vérité sans grandeur, juste sordide. Pour Jean-Pierre et Monique, le verdict a apporté une forme de conclusion légale, mais le véritable tournant fut la possibilité d'offrir enfin une sépulture à leur famille. Les funérailles de Mathieu, Hélène, Chloé, Léo et Camille ont eu lieu dans la plus stricte intimité, un jour gris de fin d'automne. C'était un moment d'une tristesse infinie, mais aussi d'un soulagement déchirant. La torture de l'incertitude, ce poison qui les avait rongés pendant 14 ans, était terminée. Ils pouvaient enfin pleurer, non plus l'absence, mais la perte. Ils savaient où étaient leurs enfants, ils savaient ce qui leur était arrivé. Ils ont pu se recueillir sur 5 tombes, un lieu physique pour leur douleur. Le chemin du deuil commençait à peine, un chemin qu'ils savaient long et solitaire, mais pour la première fois, il y avait un chemin. L'adjudant Lacroix a assisté à chaque jour du procès, assis au fond de la salle, un spectateur anonyme de la conclusion de l'affaire qui avait défini sa vie. Il n'a ressenti ni triomphe ni satisfaction lorsque la sentence est tombée. Il a simplement ressenti le poids d'une page qui se tournait. De retour chez lui, il a décroché les cartes du Cantal de son mur, a rangé sa copie du dossier Fournier dans une boîte, et l'a descendu à la cave. Le silence dans son bureau était différent, moins lourd. Les visages des enfants ne le hantaient plus de la même manière. Ils étaient devenus des souvenirs tristes, et non plus des questions sans réponse. Il pouvait enfin prendre sa retraite, non seulement de la gendarmerie, mais de cette affaire. La paix qu'il a trouvée n'était pas joyeuse, mais elle était réelle. Une paix gagnée au prix de la vérité la plus brutale. À Beauregard-sur-Lac, la révélation a eu l'effet d'un séisme. La communauté a dû affronter une réalité insupportable. Le monstre n'était pas une figure mythique ou un étranger, mais Antoine Lemoine, l'ermite que tout le monde connaissait de vue, l'homme qu'ils avaient croisé pendant des années sans un regard. La culpabilité collective était palpable. Les rumeurs qui avaient circulé, les soupçons qui avaient empoisonné les relations, tout cela s'est effondré face à la vérité. Un silence lourd de honte s'est installé. Comment avait-il pu ignorer les signes? Comment avait-il pu laisser un homme si perturbé vivre à leur côté sans jamais s'inquiéter? Le drame des Fournier est devenu un miroir tendu au village, reflétant ses propres failles, son indifférence et la fragilité de sa tranquillité apparente. La cicatrice de Beauregard-sur-Lac n'était plus un mystère, mais une leçon amère. Dans les mois qui ont suivi, un élan de solidarité a tenté de panser les plaies. À l'initiative de Jean-Pierre et Monique, et avec le soutien de la mairie, une petite stèle a été érigée au bord du lac de la Brume. Ce n'est pas un lieu de tristesse, mais un mémorial à la vie, portant les noms des 5 membres de la famille, et une simple phrase, « L'amour ne disparaît jamais ». De plus, les grands-parents ont utilisé les dommages et intérêts du procès pour créer la Fondation Fournier, une organisation dédiée à soutenir les familles de disparus, leur offrant une aide juridique et psychologique. De cette tragédie absolue est né quelque chose de constructif. Un moyen de transformer une douleur insondable en espoir pour d'autres. La mémoire de la famille Fournier ne serait pas seulement celle d'un crime horrible, mais aussi celle d'un héritage de persévérance et de solidarité. Des années plus tard, le lac de la Brume a retrouvé son niveau habituel. Ses eaux calmes reflètent le ciel du Cantal, comme si rien ne s'était jamais passé. La nature a repris ses droits, effaçant les traces de la sécheresse historique qui avait révélé le secret. Pourtant, sur la rive, la stèle des Fournier est toujours là.
un point de repère silencieux. Parfois on peut y voir un couple de personnes âgées, Jean-Pierre et Monique, regardant l'eau en silence, main dans la main. Il n'y a plus de questions dans leurs yeux, seulement le poids d'un amour qui a survécu à la pire des épreuves. Ce jour-là, tous ont compris que ni l'eau ni le temps ne peuvent garder un secret éternellement, et que parfois, la vérité la plus effrayante est la seule qui puisse apaiser les fantômes du passé. Si vous croyez qu'aucune victime ne doit être oubliée, et que la quête de la vérité est fondamentale, s'il vous plaît partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'enquêtes approfondies, sur des cas qui doivent être racontés. Merci de nous avoir écoutés. Des années plus tard, le lac de la Brume a retrouvé son niveau habituel. Ses eaux calmes reflètent le ciel du Cantal, comme si rien ne s'était jamais passé. La nature, indifférente aux drames humains, a repris ses droits, effaçant les cicatrices de la sécheresse historique, qui avait révélé le terrible secret. Pourtant, quelque chose a changé de manière irréversible. Sur la rive, la petite stèle en granit portant les noms de Mathieu, Hélène, Chloé, Léo et Camille, est devenue un point de repère silencieux. Les randonneurs s'y arrêtent, les habitants y déposent parfois une fleur. Ce n'est plus seulement un lac, c'est un lieu de mémoire. La tranquillité du paysage est désormais chargée d'une histoire, celle d'une famille anéantie et d'une vérité qui a dû attendre 14 ans pour émerger des profondeurs, rappelant à tous que même les endroits les plus paisibles peuvent conserver les secrets les plus sombres. Le véritable héritage de la famille Fournier, cependant, ne se trouve pas dans la pierre mais dans l'action. Jean-Pierre et Monique, après avoir traversé l'enfer de l'incertitude, puis la douleur de la vérité, ont refusé de laisser le chagrin les consumer. Avec les dommages et intérêts obtenus lors du procès, ils ont créé la Fondation Fournier. Cette organisation, aujourd'hui reconnue d'utilité publique, offre un soutien juridique, psychologique et logistique aux familles de personnes disparues. Ils transforment leur tragédie personnelle en une force pour les autres, utilisant leur expérience pour guider ceux qui sont perdus dans le même labyrinthe administratif et émotionnel qu'ils ont connu. Leur combat, autrefois solitaire, est devenu une mission collective. La mémoire de Mathieu, Hélène et de leurs enfants, vit à travers chaque famille aidée, chaque dossier rouvert, chaque réponse obtenue. C'est leur manière de s'assurer que l'amour, comme le dit la stèle, ne disparaît jamais. Pour Beauregard sur Lac, la leçon a été brutale et durable. La découverte de la culpabilité d'Antoine Lemoine a agi comme un électrochoc, forçant la communauté à se regarder dans un miroir peu flatteur. Le monstre n'était pas un mythe ou un étranger, mais le voisin silencieux, l'ermite que tous avaient choisi d'ignorer par commodité ou par peur. Cette prise de conscience a brisé le pacte tacite du silence. Les rumeurs se sont tues, remplacées par une culpabilité partagée, et une introspection douloureuse. Les gens ont commencé à se parler différemment, à être plus attentifs aux signes de détresse chez leurs voisins. Le village n'a pas retrouvé son innocence perdue, mais il a peut-être gagné en humanité. Le drame des Fourniers est devenu un rappel permanent que la tranquillité d'une communauté ne se mesure pas à son silence, mais à sa capacité à prendre soin des plus fragiles, et à ne pas détourner le regard. L'histoire de la famille Fournier est finalement celle du triomphe de la persistance sur l'oubli. Elle nous rappelle qu'aucune vérité n'est destinée à rester enfouie pour toujours, même sous des mètres d'eau et des années de silence. C'est l'histoire d'un dessin d'enfant, un simple message d'innocence laissé sur une vitre, qui a voyagé à travers le temps pour devenir l'arme la plus puissante de la justice. Ce dessin, ainsi que le journal intime de Chloé, prouvent que la voix des victimes, même la plus fragile,